Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bienvenue à la... Alors, est-ce que vous êtes prêts? On m'entend? Ça va? Est-ce que vous êtes prêts à assister à un combat où tous les coups sont permis? Est-ce que vous aimez le sang? Ok, ça tombe très mal. Puisque ce ne sera pas tout à fait comme ça ce soir, ce sera plutôt comme ça. Voilà. Donc on aura un petit peu de boxe, un peu de... Voilà, on va plus faire transpirer vos neurones que vos muscles. Ok. Donc je m'appelle Thomas, je travaille à la L6 Ouest. On est très heureux de vous accueillir ce soir. On organise cette scientific battle avec la chaire UNESCO RELIA dans le cadre de la journée Apprendre face à l'IA, à quoi bon? Et on clôture cette journée avec cet événement. Merci encore à tous d'être présents ce soir. Alors pour commencer, une scientific battle, qu'est-ce que c'est? Donc déjà c'est une question binaire. Hein. On essaie de suivre l'époque dans laquelle on vit, donc on pose des questions binaires, oui ou non, pour ou contre. Voilà. C'est fait exprès. C'est aussi deux équipes de deux chercheurs brillants derrière moi. Voilà, on va vous les présenter dans quelques instants, qui vont essayer de vous convaincre, de faire pencher la balance d'un côté ou plutôt de l'autre. Voilà, est-ce que l'IA nous rend plus idiots ou au contraire non? En fait, c'est une fausse question, on la pose mal. Donc c'est aussi une grande témoin qui sera avec nous ce soir. Donc je vous la présenterai tout à l'heure. Elle sera là pour faire un petit peu une synthèse, voire plutôt une ouverture, je dirais, sur les débats, les échanges qu'on aura ce soir. Et c'est vous, le public, et vous allez être sollicité tout au long de l'événement. Dans quelques instants pour voter. Donc déjà préparez vos téléphones, parce que vous avez tous l'IA sur votre téléphone et tout ce qu'il faut, j'en suis sûr. Vous avez un petit QR code là sur les murs, et on va l'afficher aussi. C'est l'application wooclap.com, et vous allez devoir voter une première fois pour vous prononcer au début de la battle. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous pensez que oui, l'IA nous rend plus idiots ou non? Elle ne nous rend pas plus idiots. Donc on va tester un petit peu votre opinion, votre avis sur cette question avant les échanges. Et puis on vous reposera la question à la fin. Pour voir si ça a changé, si les chercheurs, si les intervenants derrière moi et la grande témoin a pu faire évoluer votre point de vue sur la question ou pas du tout. En gros, si cet événement aura servi à quelque chose ou à rien. Et enfin, vous allez aussi, entre les deux, vous allez utiliser WooClap pour poser vos questions. Parce que c'est un événement qui dure 1 heure, on va essayer de tenir le timing. Donc pour éviter les questions inutiles, non je plaisante, il n'y a pas de questions inutiles, non mais pour qu'on puisse plus facilement les trier, vous allez pouvoir poser toutes vos questions, qui aucune n'est inutile évidemment, dans l'application par écrit, et Lucie en régie va les sélectionner avec Edwige Chirouter, et on vous proposera de les poser ensuite, mais on pourra en prélever quelques-unes en fonction du temps qu'on a. Alors un petit mot juste sur la question, mais moi je ne vais pas m'attarder là-dessus, Est-ce que l'IA va-t-elle nous rendre encore plus idiots? Alors moi je ne sais pas vous, moi être idiot, j'y arrive très bien sans IA. Et je pense qu'on y arrive tous depuis très longtemps sans IA. On n'a pas attendu cette technologie pour être idiot. Mais c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question, et je pense que si vous êtes là ce soir, vous la posez déjà un petit peu. Qu'est-ce que l'IA est en train de changer dans nos vies, notamment par rapport à notre cerveau, à nos capacités cognitives? Les questions le fait de tout déléguer à une machine, quel impact ça a sur notre mémoire, sur notre relation aux autres, le fait d'automatiser, de standardiser, la notion de créativité aussi. Moi je trouve, avec les IA, il y a une question sur, on fait tous un petit peu les mêmes types de posts quand on fait de la com, ou les mêmes types d'affiches, le même type, là je suis un petit peu versant com, mais voilà, c'est une question aussi sur la standardisation. Qu'est-ce que l'IA nous enlève? Mais d'un autre côté, l'IA, et notamment les IA génératives, c'est aussi une technologie absolument hallucinante, qui traite des milliards de données en quelques secondes, même pas. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui doit nous aider, quelque part, pour progresser tous ensemble, pour prendre des meilleures décisions à partir des informations qu'on a à disposition. Donc c'est un peu toutes ces questions-là qu'on va se poser ce soir. Et pour ce faire, on a le plaisir d'avoir quatre chercheurs que je vais présenter tout de suite. Donc bienvenue à tous. Déjà, vous pouvez les applaudir, parce que c'est quand même un petit défi pour eux aussi d'être présents. On sort de la table ronde classique qu'on a l'habitude de voir à l'université ou ailleurs, avec un jeu débat un petit peu différent, plus rythmé, plus timé. Ils auront des chronomètres à respecter. D'habitude, c'est les doctorants dans ma thèse en 180 secondes qui font ça. Là, on met les chercheurs dans cette position-là, voir un petit peu ce que ça donne. Donc on accueille Sonia Desmoulins. Merci Sonia d'être présente. Sonia, tu es juriste, directrice de recherche au CNRS, au laboratoire Droit et Changement Social, DCS, de Nantes Université. Et elle est spécialiste des relations entre droit, sciences et technologie, et elle étudie notamment les promesses et les limites de l'IA, mais plutôt en milieu médical. Elle va élargir son sujet aujourd'hui, mais voilà ses travaux de recherche. Dans l'équipe jaune, oui, parce que pardon, je ne vous l'ai pas dit, il y a 2 équipes avec des couleurs pour que vous puissiez vous y retrouver facilement, les jaunes et les bleus. Donc les jaunes seront
vont nous dire que l'IA va nous rendre encore plus idiots. Donc avec Sonia, il y aura Olivier Ertscheid. Donc merci Olivier d'être présent ce soir. Olivier est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à Nantes Université. Il est connu également pour son blog Affordance et notamment pour plusieurs livres, et notamment le dernier, les IA à l'assaut du cyberespace, vers un web synthétique chez CF Éditions, paru l'an dernier. On a également le plaisir d'accueillir, je vais me mettre de ce côté plutôt, l'équipe bleue. Donc merci Richard Dufour, qui est professeur au LS2N, Laboratoire des sciences du numérique de Nantes, qui travaille sur le traitement automatique des langues, et en particulier des approches d'apprentissage automatique, ainsi que Antoine Vion, qui est professeur de sociologie à Nantes Université, au Centre nantais de sociologie, le Sens, et qui étudie notamment les articulations entre économie, politique et savoir à l'échelle internationale, notamment à un niveau technique et informatique. Et enfin, merci d'accueillir également Edwige Chirouter, qui sera notre grande témoin ce soir, qui est présente depuis ce matin à toute la journée, tous les ateliers qui ont eu lieu aujourd'hui. Et Edwige est professeure de philosophie et de sciences de l'éducation à Nantes Université et à l'INSPE du Mans, et chercheuse au CREN. Et aussi depuis 2016, elle est titulaire de la chaire UNESCO pratique de la philosophie avec les enfants. Et ses travaux portent notamment sur la philosophie avec les enfants, la littérature jeunesse, mais aussi l'émancipation, la reconnaissance, l'esprit critique et l'éducation citoyenne. Voilà. Mais alors, avant de leur donner la parole, c'est à votre tour là, de voter. Donc vous pouvez essayer de vous connecter là, sur wooclap.com. Vous avez un petit code à rentrer, je crois que vous mettiez aussi un pseudonyme, vous mettez n'importe quoi, votre prénom ou ce que vous voulez. Et dès que vous êtes prêts, on lance la session. Vous avez 1 minute, on met 60 secondes pour que vous puissiez voter. Donc vous avez le choix, la question, vous l'avez, c'est l'IA va-t-elle nous rendre encore plus idiots? Oui, non, peut-être. Encore 10 secondes. Dernier, attention, on va afficher les résultats. Est-ce que vous pensez que l'IA va nous rendre plus idiots ou que non, elle ne nous rendra pas plus idiots? Et on verra quelle est l'équipe qui aura le plus gros challenge à relever. Alors, bon, c'est plutôt serré, mais... Alors oui, il n'y a pas... Oui, donc d'après vous, à 57%, vous pensez que l'IA va nous rendre plus idiots, 34% disent que non, et 9% ont déjà débranché le cerveau. Non, je plaisante, enfin ils ne savent pas, ne se prononcent pas pour l'instant. Ok, très bien, écoutez, donc, le défi, il est plutôt du côté de l'équipe bleue, ce soir, pour faire pencher la balance de l'autre côté d'ici 1 heure, d'ici 3/4 d'heure, on va dire, si on tient bien le timing. Alors, autre chose, à présent, on va clôturer le premier vote. Vous pouvez déjà commencer à poser des questions dès les premières interventions sur l'application WooClap, parce qu'on va la fermer, l'application, pendant le round 2, pour qu'on ait le temps de lire toutes les questions pour le round 3, qui sera la lecture de vos questions. Ok ? On est pas mal, on peut lancer le jingle pour la première manche. Donc pour le premier round, donc chaque intervenant par équipe, à tour de rôle, va avoir 3 minutes chrono pour argumenter sur est-ce que l'IA nous rend plus idiots ou non. Donc là, on a l'équipe jaune, donc Olivier Ertscheid commence avec... il va devoir vous convaincre en 3 minutes du fait que l'IA nous rend plus idiots. C'est parti, pardon. Bonjour. Alors, 366 ans avant notre ère, Platon dans le Phèdre se demandait si l'écriture n'allait pas nous rendre plus idiots et nous faire perdre la mémoire. 23 siècles plus tard, en 2008, on a Nicolas Carr qui se demande si c'est Google qui va nous rendre stupides. Et puis aujourd'hui, donc, on est réunis pour se demander si c'est l'IA qui va nous rendre plus idiots, encore plus idiots. Vous noterez le « encore » de circonstance. Alors moi, je vais me concentrer sur ce que j'ai appelé dans mon dernier livre là, les artefacts génératifs, c'est-à-dire tous les outils type le chat, ChatGPT, Midjourney, Claude, Gemini, etc. Alors, est-ce que ces outils-là vont nous rendre plus idiots ? D'abord, ils vont nous faire un petit peu moins d'efforts, puisque ces technologies, elles vont venir alléger à la fois notre coût cognitif, c'est-à-dire la capacité d'attribuer des ressources attentionnelles à une tâche donnée, et puis aussi notre bagage cognitif, ce qu'on amène avec nous comme connaissance pour la réaliser. Ensuite, ces technologies, ces outils, ils vont démobiliser notre attention. On va devenir un petit peu plus crédule. Alors pourquoi crédule ? Parce que ces technos, elles abaissent un petit peu notre seuil de vigilance. L'idée, un peu comme les notifications dont on a l'habitude, c'est d'aller vraiment chercher des formes de routine, d'arc réflexe, qui à force vont nous éviter, alors non pas de penser ou de réfléchir, mais vont nous éviter de se souvenir que quand on est face
à des réponses de ces outils-là, il faut encore peut-être davantage essayer de réfléchir à ce qu'ils nous disent, comment, pourquoi et selon quelle logique. D'autant qu'on a documenté, il y a une étude récente, tu peux passer sur la diapo suivante, il y a une étude récente de 2005 là, de chercheurs qui ont montré ce qu'ils appellent le chat chamber effect, c'est le fait qu'on fasse confiance à ce qu'on appelle les hallucinations des IA, donc la réponse qui sont erronées, mais en montrant que le seuil de confiance était paradoxalement encore plus élevé dès lors que les informations allaient dans notre sens, même si elles étaient incorrectes, non contrôlées ou non vérifiées. Voilà. Et puis ces artefacts génératifs, ils nous rendent aussi moins exigeants. Ces technologies, elles abaissent notre seuil d'exigence parce qu'il y a un biais de disponibilité qui est exacerbé. Le biais de disponibilité, c'est quand on se base pour argumenter uniquement sur ce qui est immédiatement disponible en mémoire. Et donc la question, c'est quoi, ou il y a quoi derrière la mémoire de ChatGPT? C'est la mémoire de qui? La mémoire des auteurs, des photographes, qui sont d'ailleurs, on en parle assez souvent, pillés par les algorithmes qui viennent indexer et construire les bases de connaissances. Est-ce que c'est la mémoire d'autres artefacts génératifs? On observe déjà des formes de dégénérescence où à force de se copier, de s'indexer entre eux, eh ben on a par exemple, après la mode de Ghibli, des images de plus en plus jaunies qui se répandent partout à chaque génération de l'IA. Alors en effet, quand on fait moins d'efforts, quand on fait moins attention et quand on est moins exigeant, ben c'est possible qu'on soit un petit peu plus idiot qu'auparavant. Il y a une citation de Philippe Mérieux qui me semble assez bien résumer tout ça. Il dit « L'IA comble le désir de savoir, mais tue le désir d'apprendre ». Je me suis fait avoir. Alors, c'est fini. Pourtant, au commencement, les idiots, c'était pas nous. Les idiots, c'était les IA, puisqu'elles nous proposaient de faire des omelettes avec des œufs de mouton. Elles nous proposaient de disserter sur Sartre, qui avait écrit Le Petit bonhomme en mousse. Et de manière plus préoccupante, elles nous proposaient aussi de réfléchir sur le fait qu'on avait des doutes sur la distance de la Shoah. Et puis, on a fini par leur parler. Et comme disait Audiard, eh ben, je parle pas aux cons, ça les instruit. Donc, on a instruit tout un tas de machines qui, aujourd'hui, nous interroge sur la place qu'il faut leur laisser à l'intérieur de la société avec comme élément de réponse, soit on demande à ChatGPT ce qu'il en pense, soit on peut aussi aller relire le Phèdre de Platon. Je vous remercie. Merci beaucoup Olivier. Bravo. Oui alors, on tolère quelques secondes de plus, on est en format expérimental et il y a... On dirait par ailleurs à Olivier et aux autres intervenants pour cela. C'est au tour de Richard Dufour à présent de nous convaincre du contraire, du fait que les IA nous rendent plus intelligents. Eh ben, merci pour l'invitation. Alors moi, j'ai pas trop l'habitude de défendre ce côté un peu sociologique, donc j'ai quand même un petit avantage par rapport à mes collègues, c'est que moi, je travaille en IA et donc je sais de quoi je parle exactement. Donc, je vais pas vous parler de technique, mais je vais essayer de revenir un peu à la base parce qu'il y a aussi tout un débat sur ce qu'est l'intelligence artificielle, et notamment sur le côté intelligence. Donc, je suis reparti sur des définitions. Alors, l'intelligence, l'adaptation à une situation. Faire des actions en fonction des circonstances, être pensant, comprendre, réfléchir, etc. Et donc je suis allé voir aussi idiot parce que le titre est là, et donc c'est ne pas être intelligent. Donc ça m'a pas beaucoup aidé. Et donc au final, je me suis re-questionné sur ce que c'est. Donc finalement, les outils qu'on a actuellement, parce que je parle d'outils et pas d'intelligence, pour plein de raisons, et notamment sur la manière dont ces outils-là agrègent des données qui existent depuis de très très nombreuses années. Et donc l'idée, c'est qu'il ne faut pas se positionner du côté pensant, qui reste encore l'apanage de l'être humain. Et donc si on perd de vue le fait que ce sont des outils, on perd un peu de vue sur ce qu'est aussi l'intelligence. Et donc l'intelligence, c'est aussi la création, c'est penser, ce que les outils actuels ne font pas réellement, et rien qu'à voir sur ce qu'ils génèrent. Ça a été dit en introduction, on a tendance à générer exactement les mêmes choses. Pourquoi ? Parce qu'on fait un peu tous la même chose. Et donc au moment de la révolution industrielle, par exemple, on ne se questionnait pas trop sur le fait que on va créer de manière massive des voitures, des avions, etc. Parce qu'on pensait que ce n'étaient pas des métiers dits intelligents. Et donc on a posé notre intelligence dans le tertiaire, qui finalement, on se rend compte que on fait plein de choses tous les jours qui ne sont pas si intelligents que ça, mais qui sont de manière assez machinale et assez normée, telle que la société nous l'impose. On va réagir d'une certaine manière par rapport à des stimuli. Donc techniquement, est-ce qu'on est plus bête finalement maintenant qu'avant? Donc on a le titre qui dit encore plus idiot. Ça laisse supposer que l'IA nous a pas rendu plus idiots maintenant, mais plutôt la manière dont la société s'organise. Il y a toujours des évolutions technologiques et une manière d'avancer dans la société qui fait que les générations qui arrivent vont forcément s'emparer de nouvelles connaissances, ces connaissances qu'ils vont puiser pour avancer,
forcément, on a créé ces nouveaux outils, ils ne viennent pas de nulle part. Donc si on était encore plus idiot que les précédents, on a quand même réussi à créer des nouveaux outils qui sont utiles. Et donc c'est plutôt se questionner d'une certaine manière à ce que ça veut dire être encore plus idiot. Est-ce que c'est pas juste un problème? On vieillit, on voit des nouvelles générations qui arrivent, qui prennent en charge des outils, qui ont d'autres compétences que nous, on n'a pas, et qui vont finalement pas avoir les mêmes connaissances et mêmes compétences. Mais moi, je reste persuadé que l'humanité va agréger tout autant de connaissances et de compétences et qui vont continuer à avancer pour proposer des nouvelles innovations et garder en tête que l'IA nous permet d'avoir des réponses à des questions qu'on se pose, mais c'est des questions humaines finalement à la base et qu'elle est capable, finalement, l'IA d'aller répondre à des choses que humainement on n'aurait pas été capable de faire. Parfait, moi, je respecte le merci timing. beaucoup. Bravo, merci Richard. Timing tenu, parfait. C'est au tour de Sonia Desmoulins de nous convaincre ce soir. Merci. Alors oui, nous utilisons des calculatrices, des GPS, des correcteurs d'orthographe, et nous ne nous sentons pas forcément plus bêtes, mais qui, sérieusement, peut avoir l'impression de consolider son orthographe en utilisant un correcteur. Sur ce point, la science et le bon sens convergent. Nous avons collectivement perdu des aptitudes. Pour l'instant, cela ne concerne que quelques tâches, mais toute la question est précisément de savoir ce qu'il adviendra avec ces logiciels à tout savoir et à tout faire. Car ce sur quoi je voudrais insister, ce sont les conséquences des usages intensifs des IA au niveau collectif. L'intelligence humaine se construit en contexte social et dans les interactions. N'oublions pas que les connaissances scientifiques sont le résultat de l'intersubjectivité et de la discussion. Elles sont produites par les échanges. Or, les IA nous fournissent des réponses et du savoir, mais sapent en même temps notre confiance en l'autre et notre envie de nous confronter aux autres. Plus globalement, notre fonctionnement social repose sur la confiance accordée aux personnes et sur la capacité à trouver des convergences et des compromis entre différentes manières de voir les choses. La justice passe par le principe du contradictoire pour trouver une forme de vérité. La paix sociale est dépendante de notre capacité à dialoguer et à se mettre à la place de l'autre pour cheminer vers des solutions de compromis. Alors certes, l'IA n'est pas la fin de l'intervention humaine. D'ailleurs, le règlement sur l'IA fait de cette intervention une nécessité. Mais de quelle intervention s'agit-il? Quand, par exemple, l'école privée Alpha, au Texas, met des IA dans le rôle d'enseignant, elle confie aux personnes humaines le rôle d'accompagnant, c'est-à-dire un rôle subalterne. Les personnes embauchées n'ont ni le bagage ni les diplômes pour faire contrepoint. Elles sont seulement là pour accompagner l'élève dans un parcours qu'il a choisi avec l'IA. D'ailleurs, même lorsque l'intervention humaine est experte, elle suppose un certain esprit critique pour mettre en question les résultats de l'IA. Le règlement sur l'IA instaure des obligations de transparence et d'information, mais cela suppose que les personnes informées comprennent le sens des informations transmises, savent quoi en faire, mais surtout s'autorisent à adopter une posture critique. Et puis, soyons réalistes. Les IA qui sont mises à disposition de tout le monde, avec un accès apparemment gratuit, ne sont pas conçues pour renforcer la réflexion, mais pour capter notre attention en utilisant nos biais cognitifs. C'est un modèle économique qui suppose d'utiliser ce qui nous attire plutôt que de nous faire réfléchir. De manière générale, c'est notre rapport aux sources fiables qui est modifié, ainsi que le montre le problème des fake news et l'influence des réseaux sociaux sur les votes. Au final, c'est donc notre capacité à produire du savoir ensemble, mais aussi à vivre ensemble qui pourrait être atteinte. Avec les IA, il n'y a plus de confrontation. Les personnes s'habituent à des interactions intimes dans leur chambre, sur leur téléphone, avec une machine apparemment contrôlable pour trouver des réponses sans avoir à parler aux autres. Quoi de plus confortable, mais aussi quoi de plus risqué pour faire société intelligemment. Bravo, merci beaucoup. Merci Sonia. Merci, il nous reste Antoine Vion, l'équipe bleue. Antoine, c'est quand tu veux. Bon, alors il y a deux questions en fait. Il y en a une qui est une question qui revient tout le temps, qui est au fond, qu'est-ce que l'automatisation change à nos manières de produire et à nos manières de réfléchir? Ce n'est pas une question nouvelle. Toutes les révolutions industrielles ont été traversées par cette question. Quand il y a eu les machines-outils, on a eu l'organisation scientifique du travail et on a insisté sur la dépendance à la technologie, sur la déqualification, sur la déshumanisation. Rappelez-vous les temps modernes de Chaplin, etc.
Et puis après, on a eu quoi? On a eu l'école des relations humaines qui a complètement repensé les rapports au travail, les relations de travail et autres. Donc on a des effets effectivement d'appropriation des technologies, puis après on commence à réfléchir et on travaille autrement. Donc il ne faut peut-être pas céder à une panique morale sur ce point. Veblen a montré que quand on laisse le pouvoir aux ingénieurs, on a des sociétés technocratiques. Donc c'est quoi l'enjeu aujourd'hui? C'est tout simplement lutter contre la technocratie. Lutter contre la technocratie, ça nous rend moins idiots. Donc c'est précisément ce qu'on est en train de faire. On est en train d'essayer de déceler les failles, de bâtir des contre-pouvoirs, de lutter contre la servitude volontaire. Et précisément, c'est ceux qui nous disent que ça va nous rendre plus idiots qui utilisent un PowerPoint. Donc là, il y a quand même un problème. Hein. Alors, donc, le point qui est important ici, c'est qu'on va devoir changer notre système éducatif. Ça a été dit toute la journée. On a 2 enjeux. Évaluer les processus d'apprentissage pour passer d'une logique de production à une logique de contrôle de ce qui est produit. Et donc tout ça, ça va faire qu'on va devoir être plus intelligent, beaucoup moins idiot dans la manière de concevoir nos systèmes d'apprentissage. Prenons un exemple. On a eu les calculatrices. On en a parlé tout à l'heure. Les Chinois n'ont pas pour autant arrêté d'apprendre aux élèves à calculer avec des bouliers. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de continuer à matérialiser les apprentissages et à comparer la matérialité des apprentissages avec les apprentissages dématérialisés? Rien. Donc tout ça nous rend moins idiots. Voilà. Donc, de la même manière, le but, c'est de sortir des compétitions individuelles. On l'a dit tout à l'heure dans l'atelier sociaux. La question, c'est comment on va changer les évaluations scolaires pour qu'elles soient moins basées sur des compétitions individuelles, basées sur des produits, évaluer des produits, la dissertation, l'exposé, le calcul, le machin, mais au contraire, essayer de générer des apprentissages collectifs, avoir un système éducatif plus coopératif. Donc si on veut être moins idiot, il faut tout simplement être plus engagé dans des investissements éducatifs qui visent à réduire ces écarts dont on a parlé toute la journée. Alors on va me dire que ce n'est pas possible, mais précisément on a été moins idiot aujourd'hui puisqu'on l'a fait. Donc si on l'a fait aujourd'hui, c'est que c'est possible. Donc c'est juste une question de priorité et d'organisation. Merci. Merci Antoine, merci beaucoup. Eh bien, merci à tous les 4. C'est déjà la fin de cette première manche. Donc, je ne sais pas si ça a déjà un petit peu amené plein d'idées, plein d'arguments dans tous les sens. N'hésitez pas déjà à commencer à poser vos questions sur l'application avec vos téléphones. Là, si vous avez des premières interrogations pour les intervenants tout à l'heure que vous aimeriez leur poser, c'est le moment. Moi, j'aurais bien besoin de ChatGPT là pour un petit peu recycler justement tout ce que je viens d'entendre et réussir à faire une synthèse. Mais je propose de passer à la phase 2, du coup, au deuxième round, avec un petit jingle. Alors, pour cette deuxième manche, donc là, le principe, ça va être, je vais vous montrer à chaque équipe 3 contenus, 3 médias, 3 images, qui va un petit peu dans l'autre sens de l'argumentation que vous venez de nous proposer, pour faire réagir justement, avoir votre point de vue, votre opinion, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces contenus que je vais vous montrer là. Donc je me tourne tout d'abord vers l'équipe jaune qui a envie de nous convaincre que le fait que l'IA va nous rendre plus idiots. Vous pouvez soit répondre à une image en particulier, soit 3 en même temps. Par contre, l'idée, c'est aussi là, on va timer, on a environ 3, peut-être 4 minutes, mais pas plus, pour réagir sur les images que je vous propose, d'accord ? Alors, la première image, alors pour ceux qui l'ont vu ou qui connaissent ou qui en ont entendu parler, le film Her, sorti en 2013, réalisé par Spike Jonze, un film américain avec Joaquin Phoenix. En 2 mots, bon, vous avez peut-être déjà vu ce film, ou peut-être que vous le connaissez dans la salle, mais en 2 mots, c'est l'histoire d'un homme plutôt perdu dans sa vie, dépressif, triste, un petit peu déconnecté, qui arrive à se reconnecter au réel, à la vie de tous les jours, grâce à une IA. Il va nouer une relation et tomber amoureux de son ordinateur, d'une voix. Alors bon, c'est la voix de Scarlett Johansson, ça aide un petit peu. Mais on peut quand même imaginer, voilà, je trouve que le film est intéressant parce qu'évidemment il tranche pas, c'est pas un film binaire, un petit peu, il pose des questions sur ce que l'IA en fait peut créer aussi comme type d'émotion aujourd'hui ou demain, si on a des IA de ce type-là qui se développent. Donc j'aimerais bien avoir un petit peu votre avis là-dessus sur comment l'IA peut nous reconnecter bizarrement au réel. Alors deuxième image, ça c'est une photo. Alors c'est une photo entièrement générée par IA et cette photo a une particularité.
c'est que c'est la première photo qui a intégré la collection d'un très grand musée, le musée Getty à Los Angeles. C'est une photo d'un artiste du Costa Rica qui s'appelle Mathias Sauter Morera, qui s'appelle Cristian en el Amor de Calle. Je parle très bien espagnol, merci. Donc là aussi, je trouve ça intéressant parce que quelque part, cette photo permet de poser des questions un petit peu différentes d'une photo classique. Pas faite par IA, je veux dire. Dans le sens où l'artiste, justement, questionne l'esprit queer au Costa Rica dans les années 70 et ne peut pas porter atteinte à des personnes du Costa Rica qui sont, en fait, c'est un tabou encore là-bas, le côté queer. Il a décidé de faire la photo par IA. Et là aussi, ça pose des questions, ça permet de raconter un petit peu autre chose du réel et d'aller explorer peut-être des coins, des territoires auxquels on n'a pas forcément accès dans la réalité. Et la troisième image, alors c'est un livre, peut-être que vous en avez entendu parler, qui est sorti cette année. Un livre de philosophie du philosophe Zhengwei Xun, pareil, je parle très bien chinois, avec une particularité, c'est que ce philosophe n'existe pas. Donc on l'a appris plusieurs semaines ou même mois après que le livre soit sorti. Et ce qui est dingue, c'est que le livre en fait a produit. Alors le livre en fait est écrit par deux Italiens, enfin un homme et une femme, mais qui ont utilisé l'IA pour écrire le livre, pour produire du concept. Et c'est un concept tout à fait opérant, qui est le concept d'hypnocratie, qui permet un petit peu de mieux comprendre certaines dérives dans la société qu'on est aujourd'hui. Donc là aussi, on a une IA qui permet de nous rendre quelque part plus intelligents. Donc voilà, j'ai ces trois exemples-là, si vous voulez répondre sur les trois ou sur un des trois, voilà, c'est à vous. Alors rapidement, merci pour ces trois exemples, parce qu'en fait, on pourrait effectivement se dire que ce sont des illustrations, des contre-exemples, mais quand on y réfléchit, on voit que la fiche de Spike Jonze est très bien faite, puisqu'en réalité, il est bien tout seul dans sa solitude et pas du tout reconnecté au monde, et que finalement, il va tomber amoureux de quoi ? D'un échange avec lui-même, finalement. Et le pire, c'est que ça se termine, alors pardon, je vous spoil, mais c'est un vieux film, donc c'est peut-être pas très grave, par l'idée que nous ne sommes que des solitudes, finalement, les uns à côté des autres, et que nous avons tous besoin de pouvoir parler à qui ? À nous-mêmes, finalement, c'est-à-dire au reflet que la machine nous renvoie, sauf à considérer que cette machine devient autonome et à sa propre volonté. Peut-être revenir sur la question des émotions, puisque aussi bien dans le film de Spike Jonze que dans la photographie qui est présentée ici, alors ça pose plein de questions. Pour le film de Spike Jonze, c'est notre capacité d'empathie et de projection de sentiments envers des êtres inanimés, des machines, des objets, des programmes, des robots. Mais derrière, il y a aussi ce qu'on fait de nos émotions, ce que le reflet de nos interactions avec ces outils donne comme corps social à nos émotions. Et ce qui me semble un petit peu inquiétant, parce qu'il se passe de belles choses aussi avec ces machines, mais ce qui me semble un petit peu inquiétant, c'est plutôt les infrastructures économiques qui sont derrière ces outils-là, qui ont déjà l'habitude, au travers des réseaux sociaux, des médias sociaux, c'est documenté depuis très longtemps, d'instrumentaliser nos émotions à des fins simplement et bassement mercantiles. Et du coup, en ajoutant cette couche d'IA ou d'artefacts génératifs, en proposant des dispositifs d'attachement qui sont médiés par la machine, ça nous oblige, en tout cas à minima, à interroger encore davantage la position des superstructures ou des puissances économiques qui sont derrière leur agenda politique, idéologique, et être encore plus vigilant pour ne pas tomber en hypnose ou en hypnocratie. Merci. Oui, non, vous avez encore un petit peu de temps. Juste pour dire, ce qui est intéressant avec l'image, qui rappelle évidemment dans l'histoire tout s'est réinventé, Romain Gary, Émile Ajar, Duchamp, voilà, on peut avoir toutes sortes d'utilisations, on va dire, provocatrices de la mise en question finalement de notre rapport aux choses, aux objets et à l'art. Mais enfin, on a quand même cette idée que pour approcher la réalité, on en est amené à une reconstitution, c'est-à-dire finalement, pour reprendre l'image de Platon, du mythe de la caverne, mais que finalement on voit mieux la réalité, non pas en regardant les murs de la caverne, mais notre écran ou une photo, avec cet effet de mode, cet effet de mode du musée qui achète la photo de l'IA. Merci. Oui, c'est effectivement intéressant comme point de vue. Alors, est-ce qu'il y avait des réactions ? Est-ce que vous voulez réagir vous aussi sur ces images-là, ou est-ce qu'on passe à... Donc je me tourne vers vous à présent, l'équipe qui est là pour défendre l'IA, le fait que ça ne va pas nous rendre plus idiots.
On peut me montrer la première image. Alors là, c'est un bingo, le bingo de l'IA, alors que j'ai trouvé sur un réseau social. Et alors, comme je ne suis pas chercheur, je n'ai pas noté ma source. Donc je ne sais plus qui a posté ça, mais j'ai trouvé ça assez marrant et il se reconnaîtra s'il nous regarde. Donc le bingo de l'IA, en gros, ça reprend un petit peu toutes les phrases toutes faites qu'on peut sortir. Vous en avez déjà sorti quelques-unes ce soir pour défendre l'IA. Voilà. Donc il y a des choses. Voilà, l'IA n'est qu'un outil, elle nous permettra de nous concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Voilà, des choses qu'on a déjà pu entendre, mais qui sont effectivement. J'aimerais bien avoir un petit peu votre retour là-dessus sur des phrases un petit peu, un peu calibrées, toutes faites qu'on entend souvent. La deuxième image, alors là pour le coup j'ai cité Olivier qui cite Marguerite Duras dans son dernier livre. C'était à une émission télé en 85, elle répondait à Michel Drucker, qui était toujours là. Dans une émission, c'était sur l'an 2000, enfin en gros elle parlait du futur. La question c'est comment ce sera dans le futur, elle lui a répondu il n'y aura plus que des questions. En gros, on sera noyé dans la phrase exacte, c'est l'homme sera littéralement noyé dans l'information, il n'y aura plus que des réponses, tous les textes seront des réponses. Il n'y aura plus que des réponses. Que des réponses. C'est la citation, c'est que des réponses. Alors la faute, bravo. Une IA n'aurait jamais fait cette faute. Donc c'est là qu'on voit que l'humain n'est pas au point, en tout cas quand c'est moi. Donc effectivement, il faut relire cette citation en disant il n'y aura plus que des réponses et pas que des questions. Donc là, je voulais un petit peu vous questionner sur la différence, le fait, est-ce qu'on privilégie aujourd'hui les réponses aux questions? Est-ce que l'important, c'est pas au fond les questions et non pas, alors que ChatGPT va plutôt nous orienter vers les réponses. Et la troisième image, c'est un livre aussi sorti il y a 5-6 ans de Sébastien Boller qui s'appelle Le Bug humain. Là, c'était sur l'idée qu'on entend souvent, en gros, l'IA, notamment les IA génératives, vont pas nous rendre plus idiots à condition de prendre le temps de les utiliser, de les questionner, de prendre le temps de faire des prompts comme il faut et de faire sortir quelque chose d'intelligent de la machine. Sauf que si on pense au livre de Sébastien Boller, où il parle justement de notre cerveau, il le dit, notamment ce qu'il dit, c'est que notre cerveau a une de ses particularités, c'est que ce qu'on a envie, nous, dans la vie, c'est d'en faire le moins possible. Parce qu'on est tous très paresseux et que là, dans ce sens-là, l'IA, c'est plutôt, on a du mal à penser qu'on va vraiment passer plus de temps à prompter avant d'avoir la réponse qu'on cherche réellement. Donc voilà, je vous propose de réagir sur une de ces trois ou ces trois images, comme vous le souhaitez. Moi, j'ai envie de dire, comme on a dit tout à l'heure, rien de neuf sous le soleil, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus que des réponses. Si vous lisez le livre de Chapoutot sur les irresponsables, il n'y avait déjà plus que des réponses dans les années 30. Donc je ne vois pas ce que l'IA change à cette question. C'est une question qui est éminemment politique, mais je ne vois pas en quoi la question technologique vient changer quoi que ce soit à la question politique. Donc pour moi, cette proposition-là, elle ne soulève aucun problème par rapport à la technologie. Il faut vraiment croire au déterminisme technologique pour penser que l'IA change quelque chose de ce point de vue. Après, sur le bingo de l'IA, oui, effectivement, bien sûr qu'on peut critiquer tous ces arguments. Mais encore une fois, moi, ce que j'ai essayé de défendre tout à l'heure, et je reprends, c'est la question de notre investissement politique. Donc la seule vraie question, c'est la question 3, c'est sur notre souci du confort et notre souci du moindre effort. Ça, c'est la vraie question, c'est la question qu'a posée Sonia. Mais si on regarde bien l'histoire humaine, c'est une histoire de recherche de confort permanente. Les anthropologues, il n'y a que Marx pour croire qu'il faut fonder une réflexion sur l'anthropologie du travail et de l'effort. En fait, Veblen l'a bien montré. L'anthropologie fondamentale, c'est la recherche de confort. On a toujours recherché du confort depuis des siècles. Donc bien sûr, on recherche ce confort et ça peut nous rendre paresseux. Mais l'histoire humaine a aussi montré qu'au-delà de cette recherche de confort, il y avait quand même des volontés collectives, il y avait quand même des investissements politiques. Donc moi, cette espèce de défaitisme radical qui consiste à dire on est foutu, j'y crois pas 2 secondes. Richard ? Oui, juste pour compléter, parce que la réponse était déjà très très bien formulée, et je ne parlerai pas aussi bien de tout ça, mais je rejoins vraiment le point de vue. Moi, de ce que je retiens quand même de ces 3 images, c'est que le problème vient plus de l'humain que de la machine ici. C'est ce qu'on fait de l'outil, mais c'est à nous de le prendre en considération. Et on ne change pas un humain. Je veux dire, l'humain ne change pas, mais on connaît nos faiblesses, a priori, d'après ce qu'on met en avant ici. Et donc, c'est à nous de réfléchir peut-être à des choses qu'on fait depuis
50, 100, 150 ans sur certaines connaissances, certaines choses à avoir. Et donc c'est clairement dans l'idée d'aller se dire comment on se questionne nous-mêmes pour aller plus loin que ce qu'une machine peut faire, parce que la machine nous contraint finalement à nous questionner nous-mêmes sur ce qu'est un humain et ce que ça veut dire avoir une intelligence derrière. Est-ce que c'est emmagasiner des connaissances infinies? A priori, pas tant que ça, quoi. Et juste pour rebondir, je ne sais pas s'il y a 2 secondes, je n'ai pas entendu la cloche, mais peut-être qu'en fait il n'y a pas de cloche. Et juste pour rebondir sur les dernières images, finalement c'est un peu la même chose, c'est notre rapport humain vers... Ouais, je vais m'arrêter là. Donc, je disais, c'est notre rapport humain finalement qu'on crée une image artificielle et on dit que c'est de l'art, et finalement c'est les émotions qu'elle suscite, c'est fait par une machine, mais c'est ressenti par des humains et les émotions ont été créées via des connaissances humaines. Merci Richard. Et des réactions, est-ce que vous vouliez dire un mot aussi par rapport à ce qui vient de commencer par Antoine ou Richard? Non. Sonia? Moi, j'en reviens à la question des IA par qui et pour qui, et à la question de savoir, quand on nous dit l'IA va-t-elle nous rendre encore plus idiots, en fait, si on se pose la question en termes massifs de nombre de personnes concernées, et si on se demande si les IA sont en train de nous changer, il faut quand même se dire qu'il y a toute une génération, la jeune génération, qui est en face de certaines IA. Alors oui, c'est effectivement un problème politique et technocratique, mais qui sont actuellement mis en face d'IA qui sont conçues pour capter leur attention, et certainement pas ni pour les faire réfléchir, ni pour les faire interagir, ni même pour les faire sortir de leur chambre. Merci. Écoutez, merci beaucoup. On va conclure cette 2e manche sur ces mots, si ça vous convient, et on peut lancer le jingle de la 3e manche. Bien, alors, écoutez, super. Alors, comment, Edwige, oui, est-ce que... quelques questions. Oui, voilà. On a un peu le temps. On a dans l'ordre dans lequel elles nous sont arrivées. Alors là, c'est une question qui s'adresse peut-être aux chercheurs qui travaillent spécifiquement là-dessus. Mais est-ce qu'il existe des études qui auraient montré si oui ou non Google, qui est donc antérieur à ChatGPT, nous aurait rendus plus ou moins idiots? Alors, très bonne question. Formuler ainsi, est-ce qu'il y a des études scientifiques qui montrent que Google nous a collectivement ou singulièrement montré plus idiots? À ma connaissance, il n'y en a pas. Ce qu'on a pu démontrer dans des études scientifiques diverses, en sociologie, en sciences de l'information ou ailleurs, c'est que par contre, il y avait un impact sur effectivement à la fois notre spectre informationnel, notre spectre cognitif et notre capacité d'attention dans l'usage qu'on avait de Google. Donc il y a des effets d'entrelacement qui font pour Google comme pour ChatGPT que l'outil en lui-même, on peut le ramener effectivement à une révolution comme l'a été la révolution industrielle, quelque chose qui avance, mais ça s'inscrit aussi dans d'autres sphères sociales qui font que collectivement, on n'est pas, il faut l'espérer en tout cas, plus bête depuis qu'on a inventé Google, mais il y a des choses qui ont bougé dans notre rapport à l'information, ça c'est manifeste, et dans notre manière de la traiter et de l'interpréter. Et puis il y a l'étude dont on parle beaucoup, qui est très controversée, mais qui est quand même intéressante, sur la rédaction d'un essai, qui fait la comparaison entre un essai écrit tout seul, un essai en faisant des recherches sur Google, et un essai écrit avec ChatGPT. Et donc là, on a les 3 termes, et qui montrent bien qu'il y a bien une différence, et notamment quand on demande ensuite aux personnes d'écrire toutes seules, quand la fois précédente, elles ont écrit avec Google, elles y arrivent un peu moins bien, mais elles y arrivent encore à peu près parce qu'elles ont été dans une démarche active de recherche. Quand elles ont utilisé ChatGPT, elles ont vraiment, vraiment du mal. Est-ce que Google a rendu plus bête? Alors peut-être ça nous a rendu peut-être plus feignants, comme ça nous en a parlé, parce qu'on va faire des recherches plus rapidement. Donc au lieu de chercher dans un dictionnaire, de chercher dans un quid pour les plus anciens, on le fait peut-être plus maintenant. Mais techniquement, sur cette idée de est-ce qu'on est plus bête finalement avec ChatGPT? Alors l'exemple, je trouve qu'il est assez frappant sur... je l'écris moi-même, je m'en souviens, je cherche sur Google, je ne sais pas, et je le fais écrire par ChatGPT. Oui, parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, donc c'est un peu la même chose. Si j'avais un copain, j'ai un copain d'école, je ne fais pas mon devoir, il le fait à ma place. Le jour où je dois le faire en contrôle écrit, je ne sais pas le faire non plus. Et donc ChatGPT, la problématique n'est pas l'IA elle-même, c'est notre utilisation de l'outil. Et donc
Tricher, ça a existé depuis la nuit des temps. Manipuler les masses, ils y ont un peu réfléchi avant l'IA pour manipuler de certaines manières. Donc, on n'est pas plus idiots, on a des manières plus efficaces, je dirais, d'arriver à un résultat, mais on n'a pas attendu l'IA pour faire ça. Je vais faire une réponse un peu personnelle. J'ai 55 ans, j'ai fait mes études à la fin des années 80. À la fin des années 80, on allait dans des bibliothèques chercher des exemplaires papier pour essayer de trouver une référence, etc. Bon. Qu'est-ce qui se passait? On était 10 à attendre le même livre. On prenait un temps fou à attendre le même livre, etc. On avait des enseignants qui faisaient, moi j'ai commencé par faire du droit, qui faisaient des cours de droit où ils parlaient de législation qui était obsolète parce qu'ils n'avaient pas trouvé la documentation qui leur permettait de réactualiser leurs connaissances. Franchement, est-ce que Google nous a rendus idiots? Ben non, aujourd'hui les enseignants ils sont capables d'actualiser du jour au lendemain en disposant de l'information. Les étudiants, ils ont à disposition tout un ensemble de ressources documentaires auxquelles nous n'avions pas accès, etc. Donc il faut juste arrêter de se raconter des blagues. Après, et que ça change nos manières, notre exigence sur un certain nombre de canons académiques, oui. Est-ce que c'est grave que les gens n'écrivent plus le français comme on a exigé qu'il soit écrit de manière très académique au XIXe siècle? Non. La langue, elle évolue, point à la ligne. Si on a envie d'être des conservateurs absolus qui veulent être les rétrogrades de l'académie pour dire que oui, il faut accorder absolument de telle manière ou telle manière, oui, on est foutu. On est foutu. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Je m'en fiche complètement que les gens aient des problèmes d'accord, de participe, du moment qu'ils raisonnent bien. Merci. Peut-être qu'on peut prendre une autre question. Ouais, une autre question. Est-ce qu'on a en fait vraiment le choix de l'IA? Question posée par le public. Est-ce qu'on a le choix de l'IA? Est-ce qu'on pourrait décider de l'interdire définitivement? Est-ce que ça pourrait être une bonne décision politique, à la fois souhaitable et réalisable? Est-ce qu'il ne faut pas faire avec, en quelque sorte, et comment? La question, c'est est-ce qu'on a vraiment le choix? Non, là, Ok, je croyais que ça alternait entre les équipes. Et puis comme ils sont très très agressifs. Ah ben non, mais c'est. Voilà. Je savais, ouais, il va y avoir du sang. Alors évidemment, on en revient à la question, au fait que nous nous sommes coulés dans un exercice qui conduit à mettre l'IA au singulier. Donc ma façon d'interpréter l'exercice a été de me dire, de quelle IA parle-t-on? Pas de l'IA qui est mise au point par un médecin pour mieux dialoguer avec son patient, qui sait comment il a conçu l'IA, qui sait pourquoi il a fait l'IA et qui va en faire un bon usage. Je me suis dit non, c'est pas cette question-là qu'on me pose en fait. En fait, on me pose plutôt la question de savoir est-ce que un interne qui utilise ChatGPT pour vérifier mes symptômes, c'est une bonne nouvelle du point de vue de l'intelligence? Est-ce que j'ai pas plutôt envie qu'il parle avec le chef de service en fait? Voilà. Alors, la question de savoir, faut-il interdire ou pas, il faut quand même se dire que le règlement sur l'IA a commencé à interdire certains types d'IA dont on a considéré qu'effectivement, elles étaient trop problématiques. C'est toujours pareil, c'est un rapport bénéfice-risque entre ce qu'elles nous apportaient et ce qu'elles pouvaient nous faire craindre. Voilà. Et donc, interdire en général l'IA, en fait, c'est une question qui ne veut pas dire grand-chose, on va le reconnaître. Par contre, tout le problème, précisément, c'est d'abord de la connaître, cette législation qui vient de sortir en quelque sorte en quelques années. C'est quand même remarquable du point de vue de la marche du droit qui vient de sortir des têtes du législateur européen. Il faut la connaître, il faut la comprendre, et puis ensuite, surtout, il faut la mettre en œuvre. Et pour ça, c'est là que tout se joue, en fait. Ce n'est pas juste dans les déclarations, c'est dans la façon dont on l'interprète. Et du coup, dans le type d'exigence qu'on va avoir, par exemple, l'IA explicable. Est-ce qu'il faut nécessairement des IA explicables? Et qu'est-ce que ça veut dire explicable? Jusqu'où on va? Dans quel type d'exigence on va? Est-ce qu'il faut distinguer les situations où ce sont des adolescents qui sont face à des IA dans des solutions techniques qui visent à capter leur attention? Est-ce que c'est la même chose que quand on a affaire à une IA conçue par un artiste ou un philosophe avec quelqu'un d'autre? Alors là, évidemment, la question se pose différemment. Donc moi, j'ai interprété la question quand même sur un registre collectif, social. Quelles sont les IA qui sont mises aujourd'hui à disposition du plus grand nombre de manière apparemment gratuite? En réalité,
vous connaissez le slogan, hein, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Oui. Voilà, bon. Je m'arrête là, mais je pense que c'est cette question-là qu'il faut se poser. Antoine ? Sonia, je te promets que je ne vais pas être agressif, je suis totalement d'accord avec toi. Tout ce que tu viens de dire, je suis d'accord avec. Et je te ferai simplement observer que ce que tu viens de dire va tout à fait dans le sens que ça ne nous a pas rendus plus idiots, puisque nous avons été capables d'interdire un certain nombre d'usages. Donc, si nous avons été capables d'interdire un certain nombre d'usages, politiquement, ça veut dire qu'on a été obligé de réfléchir. Si on m'interpelle, attention, elle a repris le micro, attention. Bah oui, parce que, pardon, mais pour le coup, on va rentrer dans le détail. C'est-à-dire, par exemple, on va constater que les personnes qui sont les plus protégées sont les enfants en bas âge, alors que les personnes qui sont les plus visées sont les adolescents. Et qu'est-ce qu'on négocie ? Eh ben, une majorité numérique à partir de 15 ans en France, alors même qu'on aurait pu la mettre à 16 ans, et donc des adolescents qui sont seuls, encore une fois dans leur chambre, hein, pas en train d'interagir avec un super enseignant comme toi, mais qui sont tout seuls dans la chambre et qui en plus ils n'ont même plus besoin d'appeler leurs copains pour leur dire « tu veux bien me passer ta copie parce que j'aimerais bien tricher ». Ils n'ont même plus besoin de ça, ils ont juste besoin d'allumer leur téléphone. J'ai peut-être une question, si je peux, oui, encore là, ici, qui résonne peut-être avec le débat qu'on vient d'avoir. Mais est-ce que vous pensez que l'IA va augmenter les inégalités sociales ? Oui. Je pense que oui, parce que d'abord ça a déjà été documenté, non pas pour l'IA mais pour l'ensemble de technologies qui ont tendance à accroître les inégalités de manière générale, à la fois dans la manière dont elles sont mises en accès auprès de certaines populations, mais aussi dans les effets que ça produit. Il y a tout un tas de chercheurs qui ont produit plein d'écrits là-dessus, sur la manière dont par exemple les systèmes de contrôle automatique avec ou sans IA des allocataires de la CAF, ça allait cibler en permanence et pénaliser les gens qui étaient déjà dans les plus grandes difficultés. Dans l'accès au crédit, on l'a vu aussi, ça pénalise toujours les gens qui sont les plus fragiles dès qu'on automatise un certain nombre de systèmes sans garde-fou. Donc avec l'IA, on a certaines études aussi qui ont commencé à montrer autour de ChatGPT que contrairement à ce qui peut être une croyance, ou en tout cas certaines autres études qui avaient tendance à dire finalement c'est bien parce que les jeunes élèves ou les vieux élèves d'ailleurs qui étaient en difficulté par rapport à l'écrit, ça va être ils vont pouvoir monter sur cette marche-là, ça va les aider et donc ils vont être au niveau des autres. Sauf qu'en fait il y a d'autres études qui ont démontré qu'à l'inverse, la manière dont on utilisait l'IA pour le rapport à l'écrit ne faisait que déplacer et recopier des inégalités sociales qui étaient déjà existantes. Et donc y compris dans les copies rédigées avec IA, on va retrouver des formes de stéréotypie, de genre, de classe, d'origine sociale, etc. etc. Donc oui, ça va augmenter ces inégalités. Et une des questions clés, c'est comment on fait pour l'éviter, parce qu'il y a quand même des outils pour l'éviter. Et ensuite, à quel niveau on place le curseur de la confiance. Tout à l'heure, on parlait de l'interdiction. Alors, interdire, c'est toujours idiot, a priori. On peut encadrer, ça a été dit et rappelé. Mais par contre, la question, c'est comment on fait pour collectivement et individuellement arriver à faire confiance à ces outils-là, c'est-à-dire que s'assurer que derrière, l'interne qui va diagnostiquer, effectivement, c'est médié par un outil, il va détecter une tumeur qu'il n'aurait pas détectée grâce à l'IA, mais est-ce qu'on n'est pas sur un faux positif ? C'est quoi les process de certification de confiance ? Merci. Est-ce que vous voulez réagir, Richard ou Antoine ? Non, juste quelques mots sur les inégalités sociales. Alors, je serais bien moins bon que les sociologues pour citer pas mal d'articles là-dessus, mais ce que moi j'ai pu aussi observer avec ce type d'outil, alors ça dépasse un petit peu le côté idiot, mais au moins sur l'accès, ça met en perspective l'accès à l'information, et notamment l'accès mondial à l'information. Il y a quand même des vraies inégalités mondiales entre les pays sur qui peut accéder à des infos pour se former, pour apprendre, et ce qu'on remarque quand même, c'est que les technologies qui permettent des traductions automatiques instantanées dans plusieurs langues, qui permettent de mettre à disposition de la connaissance, des cours qui ont été faits, alors qui ne sont pas forcément parfaits, mais qui permettent à des pays qui n'ont pas forcément un accès direct à des écoles, à des universités, des choses comme ça, de se former, d'aller chercher des infos en ligne, et finalement pouvoir réduire un petit peu cette inégalité de chance de pays qui fait que nous, souvent occidentaux, on a la chance d'avoir accès à plein de choses. Avec ce côté un peu plus mondialisé, couplé avec de la traduction, couplé avec des outils qui génèrent des contacts numériques,
Voilà, et ça crée forcément des inégalités quelque part, mais ça permet d'en combler en tout cas à d'autres niveaux, notamment au niveau éducatif, il me semble. Merci. Je pense qu'il y a un domaine dans lequel l'IA produit des inégalités sociales très violentes, c'est l'usage intensif de l'IA dans notre système financier. Très clairement, là, ça produit des inégalités économiques qui sont extrêmement violentes. On le voit avec Palantir notamment, qui est l'outil qui est utilisé par BlackRock et autres. Donc oui, de ce point de vue, on peut dire que l'IA produit des inégalités économiques, enfin l'usage intensif de l'IA produit des inégalités économiques. Donc on ne va pas dire, enfin voilà, essayons d'être honnêtes, et on va bien se dire que là, on a un défi majeur qui est de rééquilibrer notre système économique en essayant de modifier les usages de ce point de vue. C'est pas facile, c'est très compliqué, ça suppose une réflexion, mais c'est pas impossible. Par contre, il y a d'autres usages de l'IA, comme l'a montré Richard, qui corrigent les inégalités. Donc, je pense que là, on est parti loin de la question sur est-ce que ça va nous rendre plus ou moins idiots. C'est-à-dire qu'on est parti sur la question est-ce que ça va créer une société plus ou moins juste. Est-ce qu'on va être encore plus injuste que ce qu'on est? C'est évidemment tout à fait possible. Et je ne suis pas sûr que l'actualité nous rende très optimistes de ce point de vue. On va passer à la synthèse. On voit le jingle. Merci François. Bien. Merci alors. Alors on fait quoi de cette IA? Est-ce qu'il faut l'admirer sans réserve ou est-ce qu'il faut s'en méfier comme de la peste? Bon, figurez-vous, et on l'a dit, effectivement, déjà pendant toute cette journée, que cette méfiance envers la technique, elle n'est pas nouvelle, mais qu'elle est vieille de 2500 ans. Jingle. Premier détour, il a déjà été cité, je vais un peu le développer, c'est le mythe de Teute qu'on trouve dans le Phèdre de Platon. Alors, je vous raconte. Platon, donc, nous raconte cette histoire que Teute, qui était un dieu égyptien, invente l'écriture. Fier de sa trouvaille, il la présente au roi Thammuz. Grâce à l'écriture, dit-il, les humains auront une meilleure mémoire. Mais le sage roi Thammuz le corrige. Non, Teute, tu apporteras pas la mémoire avec cette nouvelle technique, tu apporteras l'oubli. Car en se reposant sur des signes extérieurs, les humains cesseront d'exercer leur esprit et deviendront idiots. Fin de citation. Alors, n'oublions pas que Socrate, père de la philosophie occidentale et maître adoré de Platon, n'a rien écrit, approuvant lui-même cette idée que l'écriture rendait la pensée moins vivante et profonde et qu'elle nous ferait tomber dans les abîmes de l'idiocratie. Remplacer écriture par Internet ou ChatGPT, le raisonnement peut sembler être le même. Ce que Platon dénonçait déjà, c'est ce délestage, cette extériorisation, externalisation de l'intelligence, ce moment où la technique ne nous émancipe plus, mais où elle nous aliénerait. Alors, quand même un peu de nuance, parce que si nous connaissons la critique de l'écriture par Platon, c'est qu'il a choisi de l'écrire. Ah oui, donc deuxième détour, jingle, mais on est toujours chez Platon, ah oui, avec un autre mythe, une autre histoire, celle de Prométhée. Je vous la raconte aussi, je vous la rappelle. Dans ce mythe, les dieux qui ont distribué aux autres animaux toutes les qualités indispensables à la survie, la force, la rapidité, l'agilité, la ruse, ont oublié les humains dans cette distribution. C'est ballot, hein ? Et les humains se retrouvent démunis, sans moyen d'assurer leur indépendance. Alors Prométhée, pour venger cette injustice, vole le feu aux dieux, symbole de la technique, et l'offre aux humains. Et vous savez qu'il paiera cher, on le sait, cette audace. Mais grâce à elle, la technique, nous avons construit des villes, des médicaments, des bibliothèques et des mondes. Mais Platon prévient, la technique, sans justice et sagesse, peut nous être fatale. Elle est, jingle,
ce que Platon appelle un pharmacone, qui a donné évidemment pharmacie, c'est-à-dire à la fois remède et poison. Elle peut comme remède nous soulager, comme on soulage d'une maladie, ou du labeur des tâches quotidiennes ou administratives, mais elle peut aussi nous empoisonner en nous rendant passifs et dépendants. Ainsi, l'intelligence artificielle, c'est un petit peu notre feu prométhéen, notre pharmacone. Si elle peut nous soulager, et les arguments pour nous ont montré qu'elle pouvait peut-être nous redonner du temps de loisir, et je rappelle que la scolée, qui a donné école, signifie loisir, ce temps détaché des corvées pour nous permettre de nous instruire, de nous rencontrer et de penser. Mais elle peut aussi, quand du bleu, nous aliéner, nous surveiller, nous discriminer, voire nous remplacer. Et c'est là que surgissent les figures du commandeur, de Terminator ou de 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors sommes-nous en train de créer une intelligence qui nous rendrait bêtes, une puissance qui nous rendrait impuissants? Mais la vraie question, et je suis contente parce que j'ai vu que cette question-là, elle avait été dans les questions du public, mais je ne l'ai pas prise parce que comme j'y réponds maintenant, ça m'arrangeait. C'est en fait, est-ce que l'IA est vraiment intelligente? Et c'est là qu'entre en scène une femme philosophe, jingle, Hannah Arendt, voilà, femme philosophe qui n'a pas connu Internet. Alors vous savez peut-être pas, mais Hannah Arendt, journaliste, philosophe, assiste dans les années 60 au procès d'un haut dignitaire nazi, Adolf Eichmann. Et assistant à ce procès, elle fait une distinction qui semble essentielle. Elle dit « l'intelligence, c'est la capacité à résoudre rationnellement des problèmes et à calculer. » Eichmann était très intelligent, comme une machine, une rationalité implacable, efficace et froide, comme un tableau Excel. Mais la pensée, elle, dit Arendt, ne résout rien, car avant tout, comme dirait Duras, elle questionne, elle doute, elle critique, elle juge, elle résiste, elle sympathise. Eichmann, dit Arendt, est incapable de penser. Et elle écrit cette phrase terrible, c'est dans l'absence de pensée que s'inscrit le mal. Les machines sont inévitablement plus intelligentes que nous. Elles gagnent aux échecs, analysent des données à des vitesses qui nous sont inatteignables. Elles imitent nos poèmes, nos chansons, nos peintures. Mais peut-être pouvons-nous dire qu'elles ne pensent pas. Elles ne demandent pas si ce qu'elles font est juste. Elles ne s'arrêtent pas pour réfléchir au sens de leur acte. Elles ne sympathisent pas avec leurs camarades IA. Elles ne disent pas non. Elles ne réclament pas de congés payés et plus de justice sociale. Elles ne font pas grève. Pas encore? Alors oui, si l'IA est puissante, mais elle est sans conscience, sans autonomie morale et sans lucidité sur ses actes. Et Arendt nous rappelle que penser, ce n'est pas juste calculer, mais c'est juger, discerner et surtout donc rester libre. Heureusement, nous les humains, nous avons l'éducation qui peut développer l'esprit critique et l'empathie et nous permettre de vivre harmonieusement cette tension millénaire du pharmacone. Comme la philosophie avec les enfants le permet, jingle, et je suis très contente, voilà, la philo avec les enfants, dont Nantes Université. Le petit smiley, c'est pour dire à quel point je suis contente de le placer. Dont Nantes Université porte aussi la chaire UNESCO pour penser ensemble, résister, dire oui ou non, et vivre toutes et tous en humanité, solidarité et conscience. Je vous remercie. Merci beaucoup, Edwige. Merci beaucoup pour cette hauteur, ce recul par rapport au débat du soir, en même temps faire le lien avec l'IA. C'est vrai que la philosophie nous aide aussi à ça, à penser le monde dans lequel on vit et à nos usages. Écoutez, on arrive tout doucement au terme de cette battle, donc il va falloir trancher, savoir quelle équipe entre les bleus et les jaunes vous a le plus convaincu. Sachant qu'attention, on n'est pas parce qu'on est à Nantes que les jaunes doivent gagner. D'ailleurs, ils perdent plutôt en général, donc on va voir ce soir ce que ça donne. Donc, écoutez, on peut lancer le vote. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes connectés à l'application pour voir si votre point de vue a évolué ou pas par rapport au début? Je vous rappelle qu'au début, vous étiez plutôt à dire que oui, l'IA va nous rendre plus idiots.
57%. Voilà, donc là, s'il y a des gens qui aiment bien bourrer, qui ont 3 téléphones, allez-y, c'est le moment. Alors vous remarquerez qu'on nous a reproché d'avoir fait un diaporama, mais que la question était binaire, que vous votez en ligne et que en plus ceux qui n'ont pas d'IA sur leur téléphone ne peuvent pas voter. Voilà, c'est aussi ça dans notre université, non, je plaisante. Il y a beaucoup de biais dans ces votes. Je ne suis pas sociologue. Et ben écoutez, ouais, c'est... bravo, écoutez, donc une victoire... Là, vous avez réussi à faire pencher la balance. C'était un petit peu le but. Alors, évidemment, bravo. Voilà. Alors, évidemment, vous l'avez compris, le but, justement, c'était ni oui ni non. C'était, voilà. On est là, on est comme à l'université. Amener un petit peu de nuance dans les débats. Mais en tout cas, bravo à tous pour la richesse de ces échanges et de ces interventions, de tous les arguments. Avant de conclure, j'avais proposé aussi aux intervenants de suggérer des ressources, des idées de lecture ou de films pour aller un petit peu plus loin. Donc je me suis permis de rajouter aussi le livre d'Olivier. Voilà. Oui. Mais donc je ne sais pas si vous voulez en dire 2 mots. Là, c'est des conseils d'Olivier en particulier et quelques films aussi à regarder. Enfin voilà, si vous voulez un petit peu, en tout cas des films ou des séries ou des livres intéressants pour penser. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Donc on pourra en mettre sur le site aussi si ça vous intéresse. Moi, je voudrais juste dire qu'il y a une très belle conférence le 8 octobre à la MSH Ange Guépin de Mathieu Cortel, Ni Dieu ni IA. Donc si vous voulez prolonger la réflexion et peut-être rechanger d'avis, peut-être sera-t-il plus doué que nous. Voilà. En tout cas, allez-y, ce sera très intéressant. Je pense que ce qu'on retient ce soir, c'est la nuance. Justement, on a commencé par oui, et puis on arrive de l'autre côté, donc c'est bien qu'il équilibre. Voilà. Et est-ce que vous vouliez aussi avoir d'autres réagir par rapport à des ressources, des idées, un agenda particulier à partager avec nous? Non, pas forcément. Non, on ne peut qu'encourager tout le monde à aller à cette merveilleuse conférence du 8 octobre. Ça va être très bien. Très bien. On poursuivra nos échanges à ce moment-là. Écoutez, merci encore. Je pense qu'on peut conclure. Je remercie toutes les équipes de la L6 Ouest, notamment François Bouffard à la technique derrière qui a fait toute la réalisation de ce soir. Merci François. Je remercie aussi toutes les équipes de la chaire UNESCO Relia avec Lucie, grâce aussi à la technique qui a sélectionné vos questions et qui s'est occupée du vote de ce soir. La chaire philosophie enfant de Elie Chirouter avec Caroline aussi dans les parages. Merci pour tout le soutien sur cet événement-là. Merci aussi au cluster Elite à Marion pour l'aide à la programmation de cette soirée. C'était important aussi d'avoir un aspect SHS parce que la L6 est souvent identifiée comme le lieu des cultures numériques. C'est important aussi de rappeler qu'on est aussi un lieu qui accueille de la sociologie, de la philosophie, les sciences de l'information. Voilà, toutes les disciplines sont ici à la L6. Donc voilà, merci beaucoup aussi au cluster Elite pour ça. Tous les laboratoires qui sont partenaires de Nantes Université, qui sont partenaires de cette journée. Donc il y a eu vraiment beaucoup de labos, DCS, droit et changement social de Sonia, le CREN, où est également Edwige, le Sens de Antoine, le LS2N de Richard, le CRINI aussi qui était là sur tout ce qui est langue, identité. Il y avait des ateliers toute la journée aussi sur cette question-là, autour de l'IA. Donc je les remercie également. Je remercie également les équipes de la Nantes Digital Week, puisque c'est le festival s'inscrit dans cet événement s'inscrit dans ce festival qui continue jusqu'au 28. Donc il y a encore plein d'événements à découvrir. Et j'espère n'avoir oublié personne. En tout cas, là, c'est l'heure d'un petit apéro. Donc vous êtes tous bienvenus, si vous le souhaitez, à partager un verre. Et alors, qui veut, voilà, vous pouvez. Oui, non, ce sera peut-être plus facile là. En tout cas, merci encore. Et puis à bientôt pour une prochaine battle.